Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars, let's go pour l'analyse les gars. Donc c'est parti, on va analyser le chapitre 1135. Voilà, après l'avoir lu tout simplement, avoir réagi un petit peu à tout ça, vous a donné pas mal d'infos et du coup on va discuter de pas mal de choses. Donc voilà, déjà mini aventure où Otama, ça y est, Otama devient une combattante. C'est assez intéressant parce qu'on avait déjà parlé de ça avec Rebecca sur Dressrosa qui justement s'entraînait avec son père. Donc ça donnait l'impression, tu vois, que les pays affiliés entre guillemets à Luffy commençaient à tout simplement s'entraîner pour la guerre finale du manga et du coup c'est comme ça qu'on voyait la scène. Et là pour moi c'est exactement la même chose pour Otama parce que voilà, maintenant c'est une kunoichi, elle a été formée par Shinobu. Ça commence à être quelqu'un de suffisamment puissant pour justement répliquer et potentiellement battre des adversaires du type d'Oldem qui est tout simplement un subordonné de Kaido. Subordonné ou ancien subordonné. Donc voilà, elle se développe bien et je vois que potentiellement la mini-aventure peut porter sur ça. Elle peut porter sur le fait que voilà, on va pouvoir voir tout Wano se métamorphoser et devenir un pays suffisamment puissant pour repousser les ennemis, mais aussi pour être suffisamment fort pour participer à la guerre du fin du manga. Évidemment, j'espère voir potentiellement une Yamato qui prend la mer après avoir fait le pèlerinage. J'espère voir aussi potentiellement le retour de Big Mom ou Kaido, ou potentiellement voir d'autres membres de l'équipage de Kaido pour savoir un petit peu ce qu'ils vont faire après la défaite de l'ancien empereur. Donc à voir, j'espère que ça va être intéressant, mais c'est des choses qu'il faut garder en tête. On continue. On a donc la bibliothèque où justement là on apprend beaucoup de choses sur la manière dont les livres se transforment. On a donc un oiseau, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo pour la team YouTube. J'ai l'impression que l'oiseau potentiellement pourrait être quelqu'un de très important, pourrait être un oiseau ancestral, parce que voilà, on dirait qu'il garde un petit peu la bibliothèque et qui fait en sorte que potentiellement que cette personne entre guillemets en tout cas, le hibou pourrait tout simplement être quelqu'un de très important, potentiellement qui garde un petit peu les livres comme un gardien, et potentiellement que cette personne pourrait être quelqu'un qui viendrait du siècle oublié, je dis bien potentiellement parce que ça fait beaucoup d'années, et que ce serait justement un gardien qui aurait potentiellement fait une promesse à Joy Boy, exactement comme Sunesha, exactement comme Emmett, etc., etc. Donc voilà, vous comprenez que c'est quelque chose qui pourrait se passer. Voilà, gardez ça en tête, mais bon, ça me semble difficilement possible. On verra un petit peu par la suite si y a des cohérences ou non. Donc voilà, donc on en apprend un petit peu plus. On voit aussi Luffy se battre contre Colon. Donc voilà, ça c'est intéressant avec des petits running gags, des petites choses. Donc voilà, on a une construction de chapitre qui est assez lourde parce que voilà, on reprend là où on en était par rapport au précédent chapitre. On a les running gags au milieu et après on a en tâche de fond un peu de sérieux avec justement les chevaliers divins qui apparaissent. Donc voilà, on alterne un petit peu entre passages tout simplement dynamiques, passages assez intéressants et en tâche de fond on sait que quelque chose de très très sombre commence à se profiler à l'horizon. En plus de ça, on a très bien compris que les chevaliers divins pouvaient porter atteinte à l'image des Mugiwara parce que justement les gens les prennent pour des membres de l'équipage des Mugiwara. Donc voilà, ça on en parlera après des chevaliers divins, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que j'ai vraiment l'impression que les Mugiwara vont très bientôt être considérés comme des potentiels ennemis, exactement pareil que sur l'île des hommes poissons, exactement pareil que sur Enies Lobby, Water 7, etc., etc. Donc on verra, mais c'est quelque chose que je pense possible. Donc voilà, on a un petit échange de coups entre Colon et Luffy, et le fait que Colon, à son jeune âge, puisse esquiver un Elephanto Gun de Luffy montre un petit peu la puissance qu'il pourrait avoir. Et ça, pour avoir une telle puissance, il faut potentiellement avoir des gènes très puissants. On sait que Luffy, très jeune, est un génie du combat et arrive à exceller dans les maîtrises du haki ou autre. Mais ça pourrait être la même chose pour Colon, parce que voilà, il est encore plus jeune que Luffy, et malgré ça, il arrive à esquiver une attaque qui est censée être très très rapide. Donc voilà, ensuite on apprend que justement Colon est le fils de Ripley, et c'est là où ça va être intéressant, parce que Ripley dit que son mari, son concubin, est plus jeune qu'elle, et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si son mari est plus jeune qu'elle, ça veut dire que potentiellement, ça pourrait être quelqu'un de l'équipage de Roger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a appris très récemment qu'elle faisait partie plutôt de la dernière génération des
des géants. Ça veut dire qu'elle doit faire partie de la génération de Gerd, de Ajrodin, etc., etc., parce que c'est justement la dernière génération des géants. Et on peut comprendre que tout simplement, on peut en déduire leur âge grâce à Dori et Brogy qui ont à peu près 150 ans. Et du coup, Ajrodin devrait avoir entre 50 et 100 ans. Et ça, c'est des choses que je pense pouvoir vérifier. Donc voilà, la dernière génération qui semble être Ajrodin, il a 59 ans. Donc ça colle parfaitement parce que voilà, entre 50 et 100 ans, il se trouve qu'il y a les personnes de l'équipage de Roger. Ça pourrait être Scooper Gaban, ça pourrait être quelqu'un de plus vieux, plus jeune, mais ça montre un petit peu que ces personnes-là sont dans la génération des personnes qui font potentiellement partie de l'ancienne génération, à savoir Roger, etc., etc. Parce que Ajrodin a l'air quand même plus jeune, donc elle doit se situer entre les deux. Donc elle doit avoir à peu près, je pense, pas loin de 100 ans. Et Dori et Brogy, eux, ont 150 ans, donc c'est la génération encore plus ancienne. Donc à voir, la potentialité qu'on verrait tout simplement le fils de Scooper Gaban est réelle, mais ça pourrait être tout simplement quelqu'un d'autre, d'un autre équipage bien puissant, etc., etc. Donc on verra bien, mais c'est des choses à garder en tête. Ensuite, on a tout simplement la séparation des Mugiwara, le fait que voilà, ils ont leur petite tenue maintenant, ça y est, tous les Mugiwara sont raccords enfin. Et on a tout simplement la séparation dans le sens où la moitié des Mugiwara vont aller faire la fête et certains vont rester tout simplement à la bibliothèque pour pouvoir étudier, pour pouvoir discuter et voilà, tout simplement, potentiellement apprendre des choses. C'est des choses qui sont pour moi très intéressantes. Et pour terminer, je voulais parler tout simplement des chevaliers divins qui sont présents sur l'île et qui sont à la recherche de Loki. Donc voilà, moi je vous avais donné énormément d'informations par rapport à tout ça. Je vais juste répéter, résumer tout ce que j'ai dit pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je pense ça. Donc pour moi, ça y est, dans le chapitre, on a la révélation de savoir si la personne est Shanks, si la personne est un faux Shanks ou un clone. Et là, théorie du fait que ce soit un faux Shanks, soit un clone, commence à prendre tout son sens et commence à être acté pour moi pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que là, ils sont à la recherche de Loki et vu qu'on sait que Shanks sait éperdument où se trouve Loki, on peut tout simplement supposer que cette personne n'est pas Shanks. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait supposer que c'est Shanks, mais qu'il n'a pas forcément envie de dévoiler où est Loki parce que il veut pas aider les chevaliers divins. Mais bon, ça voudrait dire qu'il pourrait niquer sa couverture juste comme ça m'étonnerait. Et en plus de ça, les chevaliers divins, de par leur nature, le fait qu'ils puissent tuer, torturer, assassiner des gens, là on voit clairement que c'est pas possible. Là déjà, ça voudrait dire que Shanks, il a sous sa protection le village d'Elbaf et devant lui on pourrait torturer un géant comme ça et il ferait rien, il broncherait pas, impossible. Et même sans ça, on sait très bien la nature des Tenryubito et des chevaliers divins qui, toutes leurs actions sont vraiment des actions abjectes pour justement conserver le contrôle sur l'humanité mais aussi conserver le pouvoir. Et du coup, quand on voit ça, on peut pour moi clairement certifier que cette personne n'est pas Shanks parce que voilà, sinon ça voudrait dire que Shanks n'est pas si bon que ça. Et on sait déjà de par les dires d'Oda, de par aussi le fait que voilà, c'est l'héritier de la volonté de Roger, ça voudrait dire que Roger, sur un coup de tête, il pourrait tuer des gens innocents. Ce qui pour moi est illogique étant donné que c'est la réincarnation de Joy Boy et en même temps le prédécesseur de Luffy. Comprenez que tout ça commence à devenir vraiment difficilement possible. Donc pour moi c'est soit un clone, soit un frère jumeau, soit ce que vous voulez, mais en tout cas ça peut pas être le vrai Shanks parce que là on a pour moi la dernière révélation devant nous. Pour les deux chevaliers divins, il faut aussi prendre en compte que la femme a attaqué d'une manière assez spéciale qui a permis de toucher son adversaire sans qu'il s'en rende compte. Donc ça ressemble à la technique de Brook, comme j'ai déjà dit, mais on n'a pas de confirmation, il va falloir attendre. Donc est-ce que c'était un pied ouragan tellement incisif que voilà, tu t'en rends compte que plus tard, un petit peu comme Brook? Est-ce que c'était une technique genre de haki qui est tellement fine qu'elle va pénétrer à l'intérieur et c'est que quand elle est à l'intérieur qu'elle va faire des dégâts et que du coup tu t'en rends compte que après? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'attaque n'a pas un effet immédiat, il faut genre une seconde tout simplement de latence. Donc voilà pour ça, et du coup on en termine avec une magnifique double page, même deux doubles pages où justement ils font la fête, ils sont contents d'arriver à Elbaf, ils célèbrent tout simplement ces 25 dernières années IRL qui s'est écoulé entre le temps où on a commencé le manga, c'était au chapitre 100 qu'on a entendu parler d'Elbaf et c'est au chapitre 1100
qu'on est entre guillemets arrivé à Elbaf. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi ça a autant d'importance et pourquoi on peut que se féliciter d'être encore là, nous fans de One Piece. Donc voilà, c'est pas qu'une page pour les Mugiwara, c'est aussi une page pour nous les fans qui attendons ce moment depuis très très longtemps. Et ça y est, on y est, malgré le fait que c'est surprenant, malgré le fait qu'il y a quelques mois en arrière, on se demandait si on allait vraiment à Elbaf, on se demandait si Elbaf c'était vraiment comme on pensait, et ben là on a toutes les réponses, et ça fait que commencer, on vient juste de comprendre que cet arc va être, je pense, l'arc le plus légendaire de One Piece, devant Egghead, devant Wano Kuni. Donc voilà, hâte de découvrir tout ça, mais ultra prometteur. Et ensuite, on a l'arrivée de Stansen, donc voilà, un petit détail qu'on avait perdu, hein. Donc voilà, c'est le géant qu'on avait vu à la salle de vente pendant l'arc Shabonji, hein, c'est très très longtemps, hein, ça c'est dans les épisodes 400, même potentiellement avant, donc vraiment c'est ouf. Et on a le Jarl qui a une épée plantée dans la tête, et ça c'est grave drôle parce que ça me rappelle vraiment une histoire vraie. Et il me semble que en plus c'est une histoire viking. Il me semble que j'ai vu ça soit dans un documentaire, soit dans une série. Et justement, ce viking avait pris une épée dans la tête et il était obligé de vivre avec. C'est peut-être une légende viking ou quelque chose comme ça. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire, ou soit via Discord, ce que vous voulez. Mais comme ça, on en discute parce que c'est une histoire que je connais. Donc voilà, 400 ans, c'est l'âge du Jarl à la barbe en cime. Et je vous ai dit 400 ans, c'est la moitié des années qui séparent le siècle oublié et l'époque actuelle. Donc ça voudrait tout simplement dire que son propre père aurait pu potentiellement être au siècle oublié. En tout cas, son grand-père normalement devait vivre tout simplement pendant le siècle oublié. Et ça c'est ouf parce que s'il a rencontré son grand-père aurait pu lui raconter des histoires folles sur tout simplement les choses qu'on a perdues pendant le siècle oublié. Donc voilà, peut-être que ce personnage a été introduit pas pour rien, mais peut-être pour nous raconter des choses qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur tout ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude les gars, on va revenir sur tout ça, on va faire des théories, on va discuter de tout ça la semaine prochaine, donc potentiellement qu'il y ait un chapitre la semaine prochaine, pas sûr, on verra un petit peu si le chapitre est sorti genre quelques jours avant la sortie officielle, ou s'il est sorti vraiment une semaine avant la sortie officielle. Donc voilà, j'ai pas les dates exactes de la sortie du chapitre, étant donné que normalement le chapitre précédent était le dernier de 2025, donc potentiellement que celui-là, c'est le premier de 2025, et justement ça voudrait dire qu'on est une semaine de pause pour nous les gars qui suivent les spoils, et du coup les chapitres, mais là c'est le chapitre officiel, normalement ça devait pas être le chapitre officiel, donc c'est assez intéressant. Donc on va voir tout ça, mais je suis assez content parce que voilà, on avance plutôt bien et ça nous laissera un petit peu le temps, tout simplement, d'étudier ça en profondeur. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé, merci à tous ceux qui ont suivi les deux vidéos, c'est terminé pour la team YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre et à soutenir, hein, comme d'habitude, merci à tous ceux qui le font, vous avez les souscriptions, vous avez le Discord si vous voulez discuter, partager vos théories, vous avez le Twitter si vous voulez avoir des informations vraiment en direct par rapport à ce qui se passe sur l'actu One Piece, et sinon YouTube, Twitch pour avoir tout simplement les lives et le contenu, on va dire, plus qualitatif, plus condensé. Donc voilà les gars, merci encore, n'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece, et c'est terminé pour cette deuxième partie.